Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Kana en aparté. Cette semaine, nous vous proposons la version longue de l'aparté de la semaine dernière consacrée à Konoha Shinden, le dernier spin-off de Naruto qui est désormais en librairie. Dedans, on y retrouve Mirai, la fille d'Asuma et Kurenai, désormais Chunin. Elle reçoit l'ordre d'accompagner Kakashi et Guy en tant que garde du corps lors d'un de leurs voyages. Alors pourquoi ont-ils besoin de garde du corps ? Bonne question, mais c'est l'occasion pour la jeune fille de prouver sa valeur, à moins que ce ne soit qu'une supercherie, ou peut-être un piège. Vous le saurez en lisant Konoha Shinden. Mais dans ce podcast, on s'intéresse plus largement à la saga Naruto. En effet, nous allons voir comment le jeune ninja a changé la vie des éditions Kana avec Christelle Hollance, directrice générale des éditions Kana et Le Lombard. Un aparté préparé par Julie, du podcast La 5e de Couve. Salut Julie. Salut. Et bonjour Christelle, bienvenue dans Kana en aparté. Bonsoir, oui, merci de m'accueillir. Comme on parle de Naruto là dans cette émission, comment se sont passées les rencontres avec Masashi Kishimoto et Mikio Ikemoto ? C'était une sorte de rêve pour moi, parce que Naruto représente énormément pour Kana évidemment, et ça fait, comme vous l'imaginez, plusieurs fois évidemment qu'on essaye d'inviter... En tout cas, Monsieur Kishimoto. Ça ne s'était jamais fait jusque-là. Et je ne m'attendais pas à ce que ça se fasse, après que la série soit finie depuis quand même longtemps, quoi. Et puis voilà, on a tenté une énième fois, en réalité en invitant Ikemoto-san et pas Kishimoto. Kishimoto s'est proposé ensuite. Et donc... on s'est retrouvés avec ces auteurs qu'on attendait depuis très longtemps et ça a été des moments absolument magiques. Je m'attendais pas à autant d'émotions. Alors, je suis une émotive, mais quand même, j'ai trouvé ça absolument génial et de voir ces auteurs interagir avec un public qu'ils n'avaient jamais rencontré, et évidemment, comme vous le savez, qui ne connaissent pas du tout ça au Japon, hein, c'est pas des types de rencontres qu'on organise là-bas. Déjà, même les dédicaces, c'est rarissime. Et s'ils arrivent sur scène, c'est pour dire bonjour 2 minutes et puis ils repartent. Et là, au Grand Rex, quand le public les a accueillis avec une standing ovation de plusieurs minutes, c'était un accueil délirant, quoi. C'était juste génial. Moi, je dois dire que l'émotion m'est montée et j'ai trouvé, en fait, honnêtement, je me suis dit que ça devait être le plus beau moment de ma carrière. Parce qu'évidemment, après, on a eu toutes les coulisses, etc. Et on a retrouvé les deux auteurs en pleurs derrière, tellement eux-mêmes avaient été émus par cette rencontre et par cet enthousiasme. Et puis, il l'a dit sur scène, hein, de toute façon, que ça lui donnait une énergie folle et que ça lui donnait envie de refaire du manga. Et ça, il nous l'a répété ensuite, quoi. C'était pas juste une posture, en fait. C'est ce qu'il ressentait vraiment. Et donc, ça a été génial de passer du temps avec eux parce qu'on a eu quelques petits moments, vous le savez sans doute, hein, quand on organise l'arrivée d'un auteur et surtout des auteurs de ce niveau-là, c'est très, très millimétré. L'éditeur japonais, pour protéger ses auteurs, font en sorte que ça soit très, très, très cadré, suivi, etc. Et donc, vous avez très, très peu de moments avec eux. Par exemple, on n'a pas pu même manger un repas avec eux au final, ce qui normalement se fait. Mais on a réussi à s'immiscer à plein d'endroits, notamment dans les coulisses des dédicaces, à la FNAC, dans les coulisses du Grand Rex. On a eu quelques moments comme ça où on n'était plus que 4 ou 5, et donc on a pu vraiment échanger sur des chouettes choses, quoi, comme sur est-ce qu'il connaissait la bande dessinée, est-ce qu'il en lisait, est-ce que ça lui parlait. Je savais qu'il était super fan de Moebius, donc je lui ai offert une super gravure. J'ai cru qu'il allait tomber dans les pommes. On a pu parler, oui, BD, auteur, travail, manga, public, comment ça se passait en France. Et donc, on a pu avoir plein d'échanges très, très riches. Et puis aussi, rien que d'être là pendant toutes les dédicaces et d'entendre les échanges entre la personne qui vient faire dédicacer son livre, le lecteur, et lui, et eux, en fait,
à chaque fois, c'était de nouveau hyper émouvant, quoi. Il y avait des gens qui expliquaient que Naruto, ça leur avait sauvé la vie, en fait, dans des grands moments de désespoir ou des gens qui avaient des forts handicaps. Des gens, des enfants aussi qui expliquaient que c'était grâce à ça qu'ils voulaient dessiner. C'était en fait magique. Eh ben, en tout cas, oui, Vraiment. on se doute que ça devait être très, très émouvant. Mais d'ailleurs, on va faire un petit tour, en retour dans les années 2000 et quelques, au moment de Oui, l'acquisition des droits. Est-ce que vos oui. équipes y ont cru tout de suite à l'époque, ou est-ce que vous avez eu des doutes, ou vous demandiez où est-ce que ça pouvait bien Ouais. vous mener, cette histoire de ninja? Alors à l'époque, on était deux. Alors c'est marrant que tu dises les équipes, parce qu'en fait, à l'époque, on était deux, Ah dont oui. un qui était le directeur éditorial, qui était libraire 7 jours sur 7 par ailleurs, et donc il venait un jour par semaine au bureau. Donc tu vois, c'était les équipes, elles n'existaient pas en fait. C'était tes deux bras. Parce que ouais, voilà, parce qu'en fait, il y avait pas, tu sais, à l'époque, il y avait même pas de marketing en fait, ni, enfin, il se passait rien autour des mangas. C'était vraiment le tout début. Hein. On avait péniblement 4 ans d'existence. On apprenait encore notre métier. Moi, j'étais juste assistante éditoriale à l'époque, mais donc très proche du directeur éditorial, forcément, vu que on n'était que deux. Et non, Yves, qui est celui qui a sélectionné Naruto, Yves Schlief, le directeur éditorial à l'époque, qui a fondé Kana, hein, qui a eu cette idée, lui, il y a cru tout de suite. Alors évidemment, c'est un grand spécialiste de la bande dessinée et donc de la narration, etc. Et quand il a feuilleté, en fait, puisque nous, on recevait les magazines à l'époque, hein, on se faisait envoyer en bateau. C'était une autre époque, n'est-ce pas? L'Internet était balbutiant, donc il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc on se faisait envoyer par bateau les magazines tous les mois. Et donc on les feuilletait au même rythme que les Japonais, avec un décalage évidemment. Et donc quand on est tombé sur Naruto, c'est vrai que Yves a tout de suite eu un flash en disant d'abord, il a un découpage et une narration de dingue, alors qu'il parle pas japonais. Hein. Yves ne parle pas japonais. Et donc, il l'a lu, entre guillemets, en le feuilletant sur plusieurs tomes, puisque nous, on a pu faire notre offre, c'était la belle époque, je crois, quand le 4e tome était déjà sorti au Japon. Donc, on n'a pas dû le faire comme on fait aujourd'hui, une offre dès le premier chapitre sorti. Et donc, il trouvait la narration géniale, le découpage très bon. Il était accro alors qu'il ne lisait pas les bulles. Et puis, lui trouvait que un sujet ninja comme ça, c'est ce qu'on voulait dire aujourd'hui. Ah, donc à l'époque. Ouais. Et donc, on y a plutôt cru, peut-être un peu naïvement, mais on y a cru à fond. Mais du coup, il y a eu un moment aussi où vous avez pris conscience qu'il y avait un potentiel incroyable de ce titre, et notamment à l'international. Est-ce qu'il y a eu... Alors, assez rapidement, on s'est effectivement mis en marche dans ce sens-là, mais ça a quand même pris quelques années. En fait, le manga a assez rapidement décollé, puisqu'on en sortait beaucoup par an dès le démarrage. Et donc, très vite, il a commencé à décoller et à faire des petits avec beaucoup de courriers reçus, parce qu'on recevait des courriers à l'époque encore, beaucoup de courriers ou de rencontres comme ça. Je me rappelle dans les salons, comme au tout début de la Japan Expo, il y avait des gens qui se prosternaient devant nous, mais littéralement, hein, se prosternaient devant nous, ils se mettaient à genoux devant nous et ils se mettaient à nous dire merci, merci. Et Yves et moi, on se regardait en disant mais qu'est-ce qu'il a le gars, ça va pas ou quoi? Et on comprenait pas pourquoi il disait ça. Eh bien, merci d'avoir sorti Naruto. Et donc, effectivement, le potentiel à l'international, on l'a pas capté tout de suite, mais on a capté qu'il se passait un truc vraiment exceptionnel autour de ce livre, en fait, de ce manga. De par les réactions qu'on avait autour de nous. Mais c'est vrai que très vite, François Pernaut, qui était le patron à l'époque de la société dans laquelle était Kana, a très vite pu rencontrer les gens de TV Tokyo, etc. Donc les gens en charge de l'animé de Naruto.
qui n'était pas encore connu et vendu en Europe. Et ils se sont mis en ordre de marche pour créer un label Kana Home Video, justement, pour pouvoir s'occuper aussi de l'animé et du coup du merchandising derrière. Et on a été aidé pour ça très très bien par le patron de la Shueisha à l'époque, qui était monsieur Torishima, bien connu par ailleurs, hein, Oui. ancien éditeur, oui, voilà, de Dragon Ball entre autres, Et qui vient en France cet été d'ailleurs. Ouais, c'est génial, hein, ça. Moi, je suis ravie. Oui, oui, je suis vraiment ravie de le revoir. Et donc, ce monsieur qui est quand même un type assez exceptionnel et assez original parce que très enthousiaste, très curieux, très dynamique, nous a fait rencontrer les bonnes personnes aussi. Et donc, autour de Naruto, finalement, c'est plein de rencontres et de il y a un petit côté magique comme ça qui fait que tout à coup, tu as toutes les étoiles qui s'alignent et tu sais pas trop pourquoi. Et donc, effectivement, en 2006, on a pu créer Kana Vidéo, on a eu les droits, etc. On a pu avoir les droits merchandising et petit à petit, on a mis en place différentes choses. Mais ce qu'il faut savoir et qui est quand même juste dingue, c'est que la série s'est arrêtée en 2016 et que l'année où on a eu le plus de contrats en merchandising, c'est-à-dire plus d'une centaine hein, quand même en Europe, c'était l'année passée. Ah Donc, waouh, c'est quand 2024. ça s'est vraiment construit sur la longueur, quoi. Ouais, c'est dingue, hein. Oui, Ouais. mais du coup, moi j'ai une dernière question. Est-ce que Oui. tu peux dire que Naruto a changé ta carrière ou ta carrière professionnelle Ah bah oui. et Ah bah comment complètement. tu en parlerais? Ah ben complètement. D'ailleurs, je peux juste vous raconter une petite anecdote du passage en août. Donc en fait, il n'était pas censé nous revoir à la fin du Grand Rex, etc. Il fallait qu'il reparte tout de suite. En tout cas, c'est ce qu'avait demandé l'éditeur japonais. Et nous, on avait envie de faire un verre quand même pour le remercier d'être venu jusque-là, ainsi que évidemment Ikemoto Sensei. Et donc, il y a eu un petit cocktail juste à la fin, dans les coulisses en fait du Grand Rex, où étaient rassemblés tous les gens qui travaillaient sur Naruto, certains depuis longtemps comme moi, et des gens plus récemment, et qui étaient tous hyper ravis de le rencontrer, même à quelques mètres de distance, etc. Et on m'avait dit, il ne fera pas de discours. Et donc, je fais un discours petit pour quand même marquer le coup. Et là, il y a Kishimoto qui s'approche et qui me dit, mais est-ce que je peux dire quelque chose? Ah ben, je dis, bah oui, bah évidemment, volontiers. Allez-y, le micro est à vous. Et là, en fait, il a eu un petit discours assez court, mais où il a expliqué toute l'émotion qu'il avait vécue pendant ces 2 jours et tout ce que ça représentait pour lui et qui n'avait aucune idée de ce que Naruto avait pu avoir comme effet aussi loin de chez lui. Et donc, ça l'avait remotivé, etc. Et au milieu de son discours, il s'est mis à pleurer d'émotion, en fait. Et donc, tu avais tout le public qui était donc tous des professionnels qui travaillaient sur Naruto qui se sont mis à pleurer. Et donc, tu t'es dit, mais en fait, pour moi, c'était pareil, quoi. En fait, c'est que tous les gens dans cette pièce, s'ils font en fait ce métier-là, c'est à cause de Naruto, entre autres, évidemment, hein, mais notamment à cause de Naruto. Alors moi, évidemment, j'ai commencé ma carrière avant Naruto, donc je peux pas dire que je suis là à cause de Naruto. Moi, c'est plutôt Torgal et d'autres titres comme ceux-là qui ont fait que j'ai fait ce métier-là. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a changé ma carrière dans la mesure où, ayant Naruto, on a pu, en tant qu'éditeur, faire découvrir des centaines d'autres auteurs inconnus au bataillon jusque-là et qu'on n'aurait jamais pu faire découvrir et donc éditer sans le succès de Naruto. En revanche, oui, c'est ça. C'est-à-dire que les éditions Kana ne seraient peut-être, on ne sait pas, mais peut-être pas ce qu'elles sont aujourd'hui si vous n'aviez pas publié Naruto à l'époque. Ah, mais c'est certain. Ah, c'est certain. Oui, mais bien sûr.
Bien sûr, alors on aurait peut-être eu d'autres titres qui auraient cartonné parce qu'on n'aurait pas eu Naruto, j'en sais rien. Mais moi, je suis sûre que oui, parce que ça a très vite, en fait, hein, on a eu Naruto assez vite après après la création de Kana. Et donc, le fait d'avoir pu très vite proposer plein d'autres choses, parce que c'était ça l'intention de Yves au moment où il a fondé Kana, parce qu'en tant que libraire, il voyait tous ces jeunes qui ne lisaient pas, mais qui venaient lire ces mangas alors qu'ils ne comprenaient pas le japonais, et il venait l'acheter, lui qui importait des mangas japonais dans sa librairie. Donc il s'est dit, il se passe un truc. Et quand ils ont voyagé au Japon, François et lui, ils se sont rendus compte seulement là de la diversité qui existait. Et qu'en fait, c'était juste fabuleux tout ce qu'il y avait à lire au Japon. Et donc Naruto, et cette intention qu'il avait de fonder Kana, c'était de justement montrer tout ce qui existait là-bas, qui n'était pas encore lu et pas encore disponible sur notre marché. Et c'est Naruto qui nous a permis du coup d'ouvrir cette voie et de démultiplier, de montrer à quel point le manga était riche en fait et hyper diversifié. À une époque où, pour rappel, c'était Valeretro Satanas. Hein. Merci beaucoup pour toutes ces anecdotes, ces souvenirs et ces insides. Oui, je vous en prie. Maintenant, retrouvez la dernière sortie Konoha Shinden en librairie. Il y aura aussi un coffret, comme pour Sasuke Retsuden, avec un dernier second tome dans l'été. Évidemment, Boruto est dispo. L'édition Okage touche, elle, à sa fin avec le tome 36 fin juin. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir tout ce qui entoure la création d'un magazine européen de manga, Mangaisho. Merci à tous d'avoir écouté la version longue de cet aparté. Bonne lecture et à la semaine prochaine. Ciao!